titre et le sujet pour ce podcast m'est venu en décembre dernier, décembre 2021, au moment de la conjonction Vénus-Pluton et de la rétrogradation de Vénus en Capricorne. Et je vous dirai un peu plus sur ça vers la fin de ce podcast, mais je voulais d'ores et déjà placer ce sujet dans un contexte archétypal parce que ce sera le sujet principal ici. L'astrologie archétypale est une astrologie qui fait parler les archétypes, qui nous traversent au niveau individuel, générationnel, et plus large encore, bien sûr, collectif, reliant passé, présent, futur, individuel et collectif par une corrélation archétypale, comme si à un moment donné, tout s'accordait de manière à faire jaillir le lien existant entre notre psyché et l'âme du monde dans une sorte de ballet cosmique. Tout cela par le biais de la synchronicité qui a été forgée par Carl Jung avec l'aide de Wolfgang Pauli, un physicien et l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Le langage astrologique est aussi mythopoétique. Il est l'un de ceux qui permet de faire le lien entre intérieur et extérieur sans que les mouvements des planètes ne causent quoi que ce soit, mais où ils sont plutôt l'élément révélateur qui permet à l'âme et à l'âme du monde de se relier et d'interagir ensemble. Le seul lien de causalité qu'il pourrait y avoir est celui de la causalité archétypale, dans le sens que les planètes, signes, aspects, etc. portent pour nous une symbolique archétypale. L'astrologie archétypale parle du pouvoir libérateur de la conscientisation des archétypes, et cette partie-là est bien sûr reliée à la psychologie analytique de Jung, parce qu'elle parle de tout son travail de conscientisation de ce qui est inconscient, du mariage des contraires, mais aussi de la compréhension qu'il y a une totalité. Parce que les archétypes se présenteront toujours à nous dans leur totalité, c'est-à-dire ombre et lumière, conscient et inconscient, encourageant et décourageant, libre arbitre et destin, etc. Et nous allons vivre tout cela de manière très explicite et forte, et à d'autres sublimés ou alors moins actifs. Que cela soit par des événements extérieurs ou intérieurs. Être capable de voir les archétypes à l'œuvre nous permet d'avoir et de développer avec le temps ce que James Hillman avait défini comme étant l'œil archétypal. Et en ce faisant, nous réenchantons le monde et comprenons que tout est en perpétuelle connexion et corrélation. Et comme la phrase de Plotin nous le dit, toutes choses dépendent les unes des autres, tout respire ensemble. Voilà, je voulais juste faire cette petite introduction avant d'entrer dans le sujet de cette vidéo pour donner un peu de contexte à ce qui va suivre, pour que ça ne me sorte pas comme ça de nulle part. Je vais commencer par parler un peu de la symbolique Vénus-Pluton-Neptune, puis j'aurai 4 exemples d'artistes qui ont tous un aspect Vénus-Pluton dans leur thème, voire Vénus-Pluton-Neptune, ou alors qui à un moment de leur vie ont eu un contact Vénus-Pluton-Neptune qui aura mis l'art au cœur de leur vie comme forme d'expression pour dépasser et sublimer la souffrance. Puis on va faire un petit saut en 1984 pour voir comment Vénus, Pluton, Neptune ont parlé cette année-là dans la scène de la musique pop. Allez, on va explorer l'archétype Vénus, Pluton, Neptune ensemble. Pluton gouverne le monde d'en bas. Symboliquement, il gouverne les profondeurs de la psyché. On est ici au contact de l'inconscient collectif et personnel. Cet archétype nous met face au principe de mort et de renaissance comme initiation transformatrice. Dans les profondeurs de la psyché cohabitent des secrets, des choses non dites, non avouées, des choses réprimées et honteuses, des choses interdites, et certaines d'entre elles sont tout autant créatrices que destructrices, mais ont été refoulées. Et la conjonction des deux, c'est ce qu'on appelle l'ombre. Dans la mythologie grecque, Pluton est aussi appelé le riche, peut-être parce que dans l'ombre sommeille aussi de l'or. Dans la mythologie grecque, il est appelé Hadès et avait aussi la capacité de se rendre invisible. Pluton est aussi Kali, la déesse hindoue de la transformation, destruction et préservation. Pluton intensifie toute planète avec laquelle il entre en dialogue. Alors, en natal, par transit ou alors par progression, par arc solaire, Pluton nous fait symboliquement descendre dans ce monde d'en bas, afin d'aller contacter les ombres. Et c'est bien sûr le travail d'une vie, parce que dès qu'on arrive à rendre une ombre consciente au bout de beaucoup d'efforts et de temps, une nouvelle se révèle à nous. Pluton est aussi le pouvoir et la force primale, instinctive, l'envie compulsive. Pluton est la force chtonique de création et destruction,
c'est Dionysos et ses deux naissances. Pluton, c'est toute expérience intense, profonde et obsessionnelle. C'est la force qui met en mouvement la métamorphose. Pluton est le processus d'accouchement symbolique d'une vie ou voie nouvelle. Il est la fin et le début de toute chose. Vénus est le symbole de ce qui nous attire et de ce qu'on aime, les relations de toutes sortes. Vénus symbolise le beau, les arts, la créativité, l'amour. Elle met en forme l'ineffable. Elle est le principe d'harmonie, le féminin. Elle représente notre rapport aux valeurs, c'est-à-dire ces principes auxquels on croit. Et elle est aussi reliée et en rapport avec la valeur en tant que monnaie d'échange et de mise en relation. Quand Vénus et Pluton sont en contact par n'importe quel aspect, ces deux archétypes dialoguent, participent avec leur expression à la fois lumineuse et obscure, consciente et inconsciente. Avec Vénus, l'initiation et la transformation plutonienne va forcément passer par les joies et les souffrances du relationnel. Cela peut être des relations toxiques qui se déchirent dans les jalousies, dans les vengeances, dans les trahisons ou encore dans l'emprise. Mais souvent, c'est parce qu'il y a aussi, au même endroit, la force de l'éros, la force de la libido en tant que pulsion de vie, la passion, la transcendance par la sexualité, etc. Vénus-Pluton et la mise en mouvement de ces deux énergies passe aussi par la puissance primale de l'art, par les abus de pouvoir, par notre capacité ou pas à faire confiance en l'autre, en soi, par le pouvoir transformateur de l'amour, par l'amour de ce qui elle est. En fait, c'est la capacité parfois à voir la beauté là où les autres ne la voient pas. Il y a dans Vénus-Pluton un très grand pouvoir dans le fait de partager des peurs, secrets ou expériences douloureuses avec un autre. Il peut y avoir aussi des blessures familiales, ancestrales ou autres liées au féminin, ou alors qui peuvent être intégrées ou soignées en entrant justement en contact avec le féminin en soi, le féminin archétypal. Avec Vénus-Pluton, la vie intime peut être le lieu de transformation des ombres. Et si on combine ces deux archétypes, on pourrait dire par exemple que Vénus-Pluton sont l'amour, Vénus, de la transformation, Pluton. L'attrait, Vénus, pour les ténèbres, le macabre, le gothique, la mort, Pluton. Ils sont tous les deux l'amor fati, c'est-à-dire l'amour du destin, c'est-à-dire l'amour de la totalité de ce qui est. Ils sont Perséphone et Hadès, ils sont la belle et la bête, ils sont l'amour jusqu'à la mort, mourir par amour, ou l'amour au-delà de la mort, ou encore l'amour qui traverse le temps. D'ailleurs, la légende de Dracula avec l'amour de Vlad et Mina, par exemple, sont une expression Vénus-Pluton. Ils sont l'attraction, Vénus, de la destruction, Pluton. Ils peuvent être aussi la peur, Pluton, de l'amour, Vénus. L'attrait, Vénus, pour le drame, Pluton. C'est le pouvoir de l'amour et l'amour du pouvoir. L'attirance, Vénus, pour les jeux de pouvoir, Pluton. Le pouvoir, Pluton, de l'art, Vénus. L'obsession érotique. Ils peuvent être aussi la tendance à psychologiser les relations, les partenaires, les amis, toutes les relations en fait. C'est l'amour, Vénus, dans l'ombre ou caché, Pluton. L'amour ou l'attrait, Vénus, pour ce qui est interdit, Pluton. L'intensité érotique ou créatrice. La destruction ou régénération des valeurs. Le pouvoir unificateur. La valeur du pouvoir, etc. etc. On peut continuer comme ça à utiliser les mots-clés de l'un et de l'autre à l'infini pour en fait faire parler ces deux archétypes ensemble. C'est ensuite la façon et le niveau de conscience que l'on va mettre et utiliser qui dictera en partie, et je dis bien en partie uniquement, la suite d'un aspect de Vénus et Pluton, qu'il soit là en natal ou alors qu'il vienne nous contacter par transit ou autre, parce que Pluton porte en lui-même l'idée de destinée.
les crises, les étapes initiatiques plutoniennes auxquelles il nous ouvre sont des étapes psychiques par lesquelles nous aurons à passer, à la fois dans le processus individuel qui sera le nôtre, hein, mais aussi dans le processus d'individuation collective dans lequel est aussi l'humanité. Pluton nous fait découvrir en fait ce qui se cache en dessous de toute manifestation vénusienne, et comme dit Liz Green, Pluton nous fait découvrir en fait ce qui n'est pas toujours ni beau ni juste. Neptune est au sextile de Pluton depuis les années 40-50, hein, les années 50 c'était l'aspect exact, donc du siècle dernier, siècle 20, et le restera encore jusqu'à dans les années 30 de notre siècle actuel, ce qui veut dire qu'une grande partie des personnes vivantes sur cette planète en ce moment ont cet aspect-là dans leur thème. Ce n'est donc pas un aspect personnel, mais un aspect d'air. Neptune, Pluton. Donc je ne vais pas m'attarder ici sur cet aspect en lui-même, je reviendrai peut-être une autre fois. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que lorsque cet aspect d'air se relie à une de nos planètes personnelles de manière forte, il devient très présent, cet aspect-là, il va colorer notre façon de percevoir et de participer dans notre vie, avec notre famille, dans notre travail, dans la société, avec l'âme du monde aussi. Et tout ça va passer par cette planète personnelle. Il y a là une force créatrice qui est mise en mouvement, et cette force créatrice peut nous libérer ou nous consommer, souvent les deux, comme on va le voir aussi avec les 4 artistes que je vais vous présenter ensuite. Mais avant, juste quelques mots sur Neptune et sur Neptune-Vénus. Neptune est une planète transpersonnelle tout comme Pluton, et alors que Pluton c'est le pouvoir de l'instinct et des transformations organiques et psychiques, Neptune dissout les attachements de l'ego et nous fait entrer dans le sentiment et dans la force unificatrice. Neptune est l'octave supérieure de Vénus, ce qui veut dire qu'il va toujours plus loin dans l'expression de ce qui nous est donné à percevoir et à expérimenter avec Vénus. Ici, l'universel est aussi individuel et l'individuel est universel. Avec Neptune, nous pensons ou alors nous recherchons sans même le savoir la source primordiale, ce paradis perdu où tout était unifié et où en fait la séparation n'existait pas, qui sont des aspects qui cherchent à incarner, à ancrer dans la matière, dans la forme, ce qui peut-être ne peut pas l'être. Donc il y a là comme une espèce de désir langoureux, de désir romantique avec Vénus-Neptune. La vie est romantisée de manière inconsciente. On cherche à transcender les limites de la séparation, ce qui peut donner des idéalisations fortes dans le domaine des relations. On idéalise l'autre ou alors on idéalise la relation elle-même. On va entrer dans l'illusion et on se fait rattraper par la désillusion ou par une séparation qu'on ne peut pas empêcher. Il peut y avoir parfois le sentiment de traverser une grande douleur ou une sorte de sacrifice. Avec Neptune, on se connecte au sentiment et à l'imagination pour essayer de percer le mystère de l'amour. Et ici, c'est l'amour inconditionnel, l'amour divin ou agapé. Mais si on essaie de concrétiser ce type d'amour-là, la plupart du temps arrive la déception, parce que nous sommes tous humains. Et forcément, on va voir les défauts de l'être aimé parce qu'au départ, on avait vu uniquement ce qu'on voulait voir d'une certaine manière. Mais Neptune, c'est aussi les expériences spirituelles qui, avec Vénus, peuvent être vécues par l'amour ou par la création, par l'art ou encore par le don de soi, par un service d'amour à ceux qui ont besoin d'être nourris par l'amour. Vénus-Neptune peut aussi être le fait d'aimer son retour et continuer à aimer quand même, comme dans l'amour platonique par exemple. Vénus-Neptune, c'est aussi aimer la nature et les animaux et vivre avec eux des expériences de sentiments océaniques dans lesquelles une fusion a lieu. C'est vivre un amour sacré qui transcende toutes les difficultés de la réalité du monde parce qu'à deux, on dépasse les peurs ensemble et surtout avec Vénus-Neptune, parce que les égos
n'ont plus tout à fait, ou ne sont plus tout à fait au contrôle. Mais est-ce que c'est possible? Je ne saurais le dire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette énergie nous permet de contacter le couple archétypal Vénus-Neptune, soit parce que ce type d'énergie est présent dans nos vies, ou alors parce qu'on se rend compte qu'on cherche à en créer des chimères. De la même manière, les expériences mystiques peuvent révéler cette connexion à Dieu, à l'univers, à la source. Vénus-Neptune parle de ça aussi. Par l'art aussi, on peut être transporté ailleurs, pleurer devant une œuvre, être touché en plein cœur par une poésie, voir sa vie s'illuminer ou penser ses peines avec une chanson, etc. Ressentir cette même expérience de sentiment océanique et de beauté nous envahir. Et ça ce sont les plus hautes expressions de Vénus-Neptune. D'un autre côté, ce sont aussi des comportements addictifs, comme des codépendances, qu'elles soient amoureuses, sexuelles, spirituelles, fantaisistes, voire culturelles, comme une addiction à des jeux vidéo, ou à des films, aux séries que l'on regarde en boucle, dans le but d'entrer dans un monde parallèle ou dans une forme d'évasion pour sortir de la réalité. Ou encore, pour notre 21e siècle, des addictions aux applications de rencontres, par exemple, à la recherche de l'être idéalisé quelque part. Ça peut aussi être l'illusion de sauver l'autre ou de vouloir être soi-même sauvé, ce qui peut mener à de fortes déceptions et comportements sacrificiels avec Vénus-Neptune. Il peut y avoir aussi un effacement ou dissolution de la personnalité pour devenir ce que l'autre veut que l'on soit. Vénus-Neptune, c'est aussi tout le processus de perte et regain de foi en amour. Dans Vénus, dans Pluton, dans Neptune ensemble, on peut aussi voir que les personnes qui ont ces aspects pourront peut-être développer plus l'un ou l'autre de ces couples, soit le couple archétypal Vénus-Pluton ou alors Vénus-Neptune, même si les trois énergies, elles sont forcément là et elles viennent aussi imbiber la personne et sa façon d'être au monde et sa façon d'aimer aussi. Mais dans leur expression la plus élevée, cette combinaison des trois archétypes peut nous amener à ressentir l'amour avec un grand A, hein, au-delà du sentiment uniquement charnel de l'amour. L'amour comme la matrice du monde et de toute chose. L'amour comme la force qui relie immanence et transcendance. Avant de commencer, je voulais juste dire que oui, bien sûr, il y a plein d'autres aspects en natal, en transit ou autres qui sont en train d'avoir lieu dans les thèmes des personnes que je vais présenter dans ce podcast, qui vont bien sûr colorer leur vie, rien n'est séparé. Mais en fait, l'intérêt de prendre un ou plusieurs aspects en particulier lorsqu'on fait comme ça des recherches astrologiques, c'est de voir où l'aspect en question apparaît de manière plus concrète, plus visible, pour mieux le comprendre et développer l'œil archétypal. Alors, Edvard Munch, peintre norvégien, né dans la deuxième moitié du 19e siècle, on voit qu'il a une opposition Vénus-Pluton et un quinconce Vénus-Neptune. Et dès le départ, sa vie aura été entourée par la mort, puisqu'il a vu sa mère mourir lorsqu'il avait 5 ans, sa sœur est morte, elle avait 15 ans, il avait aussi des sœurs dépressives et suicidaires et un frère qui est mort aussi plus tard. Et c'est sa tante, le féminin, donc, qui l'a initié à l'art. Pour Edvard, l'amour, la mort et la désillusion étaient intrinsèquement liés. Et ça se ressentira dans ses amours qui ont été turbulents, obsessionnels et sombres, mais aussi dans ses œuvres. Et ici, on peut voir, tout le monde connaît ce tableau de Munch, qui est celui le plus connu, le Cri. Le tableau ensuite, le vampire, que j'ai choisi de mettre ici pour ce podcast, il ne s'appelait pas le vampire au départ, il s'appelait Amour et douleur. Mais en voyant le tableau, un de ses amis lui a donné un autre nom, Vampire, et Edvard a gardé ce titre. Très certainement lié à l'époque, à son éducation, à ses ombres refoulées bien sûr, à sa propre histoire d'amour et de mort, et surtout à un amour non réciproque avec Millie. La relation d'Edvard avec le féminin et les femmes était très difficile. Excès d'alcool, de drogue et possédé par l'angoisse de son amour rejeté, il entame une relation tourmentée et violente avec Tula Larsen.
Et je vais vous lire un petit extrait d'une scène qu'ils ont eue ensemble, d'une situation qu'ils ont vécue ensemble et qui est dans son Wikipédia, et essayer de voir si vous voyez les archétypes de Vénus, Pluton et Neptune dans ce petit texte. Dans la nuit du 11 au 12 septembre 1902, au cours d'une scène violente avec Tula Larsen, il se retrouve blessé d'un coup de revolver à la main gauche. Sa maîtresse Tula, par jeu érotique, afin d'avoir succombé à une dose de morphine, et s'est abandonnée étendue dans un cercueil entouré de bougies. L'émotion en face de cette vision submerge l'artiste instable. Mais quand il redevient lucide, la mise en scène macabre et grossière le fait éclater en une violente colère. La dispute laisse place à un véritable combat armé entre les deux amants protagonistes. On le voit, on l'entend dans ce récit, toute l'expression extrême des archétypes Vénus-Pluton. Les mots jeu érotique, cercueil, macabre, violente colère, etc. Et même des mots neptuniens comme morphine ou lucide. J'ai trouvé cette scène incroyablement parlante de ces archétypes. Et puis, vous avez aussi, je vous ai mis ici le tableau de la mort de Marat. Il y en a deux. Et ce tableau, il est à la fois inspiré par l'assassinat de Marat, mais aussi avec l'érotisme qu'il dégage. Il parle aussi de cette lutte, de ce déchirement et de la déception qu'il y a entre deux amants et qu'il a vécu donc avec Tula. On peut voir son combat avec son ombre dans ces tableaux, l'ombre traverser sa vie tout autant que son œuvre artistique. Frida Kahlo, artiste mexicaine, une forte conjonction Vénus-Pluton au natal et une vie faite de souffrances qu'elle aura peint jusqu'au bout, peut-être même pour exorciser ses douleurs. Frida est née avec une malformation de la colonne vertébrale, puis elle a eu la polio à l'âge de 6 ans, et à 18 ans, un tragique accident qui l'aura presque tuée. Son bus a percuté un tramway, la laissant pour morte avec une barre de fer qui lui a transpercé la cavité pelvienne. Restée alitée des mois durant, son rêve de devenir médecin s'arrête. Et pendant qu'elle est restée alitée, ses parents lui ont offert du matériel de peinture, ils lui ont fait fabriquer un chevalet adapté à son lit, et ils lui ont acheté aussi un miroir pour le plafond de son lit à baldaquin. La conjonction Vénus-Pluton, en arc solaire cette fois, était exactement sur son soleil Neptune à ce moment-là. Une nouvelle voie s'ouvrait à elle, et c'était la voie de la création et de l'art, voie qu'elle n'aura jamais laissé tomber. Plus tard, elle rencontre Diego Rivera, un peintre mexicain bien connu. Ils se marient et leur famille, en fait, les appelait la Belle et la Bête. On y voit l'archétype Vénus-Pluton. Leur histoire sera habitée par des jalousies et trahisons des deux côtés, un amour passionnel, une histoire d'amour et de haine qui faisait qu'ils ne pouvaient pas se séparer de l'un de l'autre. Ils finissent en fait par divorcer pour se remarier 2 ans plus tard. Vénus-Pluton encore dans son expression extrême. Son look, son style aussi était très important pour Frida. C'était aussi avec son apparence qu'elle exprimait son énergie Vénus-Pluton. Il paraît que en fait, les jupes longues lui permettaient de cacher ses jambes des blessures que les maladies et accidents lui avaient infligées au corps. De même, ses hauts larges permettaient de porter des corsets pour soutenir sa colonne. En fait, elle faisait de ses faiblesses une force originale. Son style créatif était à la fois un étendard pour ses valeurs politiques, une réinterprétation de la tradition et un moyen pour mettre en valeur le féminin. Dans le tableau, le lit volant que j'ai mis ici pour ce podcast, Frida raconte une de ses plus grandes douleurs, celle de ne jamais avoir pu donner la vie. Elle aura fait plusieurs fausses couches tout au long de sa vie, et ici elle raconte cette épreuve-là, cette épreuve physique et psychologique de la fausse couche. Et elle comprend peut-être aussi à ce moment-là qu'un pan de sa vie doit être clôturé aussi. Elle ne pourra jamais être mère, et
Et la seule chose dont elle pourra accoucher, c'est d'elle-même. D'où le tableau suivant, Ma naissance, fait quelques mois après le lit volant. Et dans le troisième tableau que j'ai choisi de mettre ici, le rêve, on voit bien comment la vie et la mort s'entremêlent. La mort guette la vie tandis qu'elle dort, soutenue et entourée par la possibilité de renouveau avec cette plante, on dirait une vigne qui grandit et qui l'entoure en la protégeant et en la revitalisant. La destruction et la régénération plutonienne, le début et la fin de toute chose, ici exprimée et sublimée par l'art. Marc Chagall, pas besoin de présentation pour ce peintre mondialement connu et reconnu. Chagall qui est né en Russie dans une famille ouvrière. Il a Vénus au carré de Pluton et Neptune. Dans ses œuvres, on y voit la fantaisie, la poésie, le romantisme et l'onirisme de Vénus-Neptune. Il a traversé des révolutions et des guerres, des allers-retours France-Russie et plus tard États-Unis. Et c'est en 1915 qu'il épouse Bella, la femme de sa vie. Chagall a souvent peint Bella. Elle apparaît sur de nombreuses toiles. Elle était à la fois sa femme et sa muse. Et souvent, on y voit ce couple d'amoureux qui a du mal à toucher terre dans ces tableaux, ou alors des mariés qui volent dans les airs de la nuit azur. Certainement l'expression d'un sentiment amoureux fort et sacré, Vénus-Neptune. En fait, ici, la relation est en elle-même une expérience spirituelle. Le tableau autour d'elle, c'est une des nombreuses peintures qui ont continué de maintenir vivante la mémoire de Bella après sa mort, puisqu'il a continué à peindre Bella après qu'elle est partie. L'art était peut-être le lien qui maintenait leur relation en vie et permettait donc de transcender la mort. Et ça, c'est une belle expression de Vénus-Pluton-Neptune. Chagall aura aussi peint des œuvres religieuses, des vitraux pour des chapelles, églises, cathédrales, synagogues, sans oublier bien sûr le plafond de l'Opéra Garnier. En fait, l'art, la vie, l'amour, la spiritualité, tout était quelque part pour lui comme une poésie sacrée. Lee Krasner, peintre américaine du mouvement expressionniste abstrait d'origine juive ukrainienne, elle a Vénus au carré de Pluton et au sextile de Neptune. L'art a toujours fait partie de sa vie. Très tôt, elle a toujours voulu être artiste, elle a fait des études d'art et a travaillé dans l'atelier de Hans Hofmann. Ce dernier, un jour, lui fait ce qui était pour lui un compliment. Il lui dit « Lee, vos tableaux sont si bien qu'on ne dirait pas que c'est une femme qui les a faits. » Voilà, le ton était donné. Être une femme et artiste n'allait pas être simple dans le monde de l'art gouverné par les hommes. Voilà une expression Vénus-Pluton. Lee continue à créer avec différents médiums, ne s'attachant pas à un style en particulier. Elle était aussi connue pour être assez critique sur son propre travail, qu'elle déchirait, détruisait souvent. Et en ce faisant, elle s'est rendue compte à un moment qu'elle pouvait utiliser ces fragments pour faire des collages de ses travaux soi-disant ratés. Une autre expression, voilà, Vénus-Pluton à la fois destructrice et créatrice. Au cours d'une exposition, elle a rencontré Jackson Pollock. Ils se marient 4 ans plus tard et Pollock devient l'un des leaders du mouvement expressionniste abstrait. Et même si Lee a toujours continué à travailler, en fait, tous les yeux étaient un peu posés sur Pollock. À partir de ce moment-là, elle est devenue un peu la femme d'eux. Et une fois de plus, elle se retrouvait dans l'ombre. De nouveau, une expression Vénus-Pluton. Pollock, lui, il avait beaucoup de démons intérieurs qu'il noyait dans l'alcool, les maîtresses et les psychanalyses jungiennes. Leur mariage était dans une impasse. Et même Lee avait le sentiment que quelque chose devait changer dans sa création aussi. Et donc en 1956, à l'été 1956, elle décide de prendre un peu d'air et part en Europe pour faire le point un peu sur sa vie et son travail. À ce moment-là, elle travaillait sur ce tableau ici, Prophecy, la prophétie, qu'elle a laissé à moitié achevé avant de partir pour son voyage. C'était une œuvre qui, elle affirme, lui avoir fait peur. Elle disait que c'était comme ramener à la lumière des choses inconscientes.
Et pendant ce séjour-là, pendant qu'elle était à Paris, je crois, elle a reçu un coup de fil lui annonçant que son mari s'est tué dans un accident de voiture dans laquelle il était avec sa maîtresse et une amie de celle-ci. Lee rentre aux États-Unis, nomme son tableau Prophecy et commence à travailler dans l'atelier de son mari. Elle y fait des œuvres à plus grande échelle et aussi la série Earth Green est celle où elle accouche de sa douleur. Lee est devenue veuve à 47 ans, mais en fait cette mort est sa renaissance à elle. Elle s'est mise à peindre et n'a plus jamais arrêté jusqu'à sa mort, peignant de plus en plus d'œuvres aux motifs abstraits, organiques et où l'inconscient s'exprime de la plus belle façon. Interpellée une fois par une personne à propos de son tableau Listen, qui veut dire écoute, et cette personne lui dit que les couleurs sont extraordinaires, magiques, joyeuses. Lee lui répond qu'au contraire, elle n'a presque pas vu les couleurs, tellement elle avait les yeux noyés de larmes au moment où elle peignait. La douleur colorée, Vénus-Pluton. Lee Krasner est la deuxième femme après Louise Bourgeat à avoir une rétrospective au MoMA de New York, même si celle-ci s'est faite quelques mois après sa mort, en 1984, l'année qui a vu Pluton passer sur son soleil. Donc cette reconnaissance est venue après sa mort, certes, mais elle a fini par briller alors qu'elle avait été mise dans l'ombre à cause de son genre. Et on va rester en 1984, année qui a vu Pluton entrer en Scorpion, même si cette planète avait déjà fait une incursion en Scorpion en 1983. C'est en 1984 que le voyage de Pluton à travers le Scorpion a pleinement commencé. C'est aussi la première fois que Pluton était en Scorpion depuis que cette planète avait été découverte. Et pour l'astrologie moderne, Pluton venait aussi d'arriver dans son propre signe. Le sextile Neptune-Pluton est en place depuis les années 50. En 1984, il va entrer en Scorpion pour Pluton et en Capricorne pour Neptune. Et cette année-là, sortent deux chansons avec le même titre à un mois d'intervalle. The Power of Love de Jennifer Rush et The Power of Love du groupe anglais Frankie Goes to Hollywood. Voilà un nom totalement et hautement évocateur à la fois de Vénus, de Pluton, de Neptune. Si on regarde le thème de Jennifer Rush, on voit qu'elle a Vénus au tout début du Scorpion, à 1 degré. Pluton a donc traversé cette année-là par conjonction sa Vénus, et comme c'est un aspect qui n'a lieu qu'une fois dans la vie, et même pas pour tout le monde, puisque Pluton met plus de 200 ans à faire le tour du zodiaque, on voit qu'il est important, surtout qu'il venait aussi tout juste de passer sur son ascendant. Donc ce titre va être un énorme succès mondial, il va propulser sa carrière. Les paroles de ce titre sont très évocatrices de cette énergie plutonienne, surtout avec Vénus-Pluton, parce qu'il y a là dans les paroles, on retrouve vraiment des images sensuelles et qui indiquent un amour-passion, un amour viscéral, et je vous en ai traduit quelques-unes. De même pour le groupe Frankie Goes to Hollywood, ce titre et l'album dont il fait partie vont être très importants dans leur carrière. Welcome to Pleasure Dome, c'est le titre de l'album, et même déjà ce titre aussi est très imprégné par l'énergie Vénus-Pluton. Des 4 membres du groupe qui ont participé à l'écriture et composition de la chanson, 2 d'entre eux ont Vénus au tout début du Taureau, cette fois, à 1 degré du Taureau, c'est intéressant. Même s'ils sont tous les deux nés à 1 an et quelques mois d'écart, cela veut dire que, comme pour Jennifer Rush, leur Vénus va être traversée cette année-là par Pluton, mais ici, ce sera par une opposition. Donc, cette magnifique chanson met bien en avant l'archétype Vénus-Pluton, mais elle est très imbibée de la transcendance neptunienne. Par les paroles du refrain, il y avait le clip aussi qui est très neptunien, très spirituel, voire religieux. Et donc, c'est vrai que pour les paroles du refrain déjà, qui sont hautement unificatrices et presque sorties d'un sermon, on pourrait dire, par exemple avec « Faites de l'amour votre but ». Mais il y a aussi beaucoup de Pluton, comme je te protégerai de la mort, j'éloignerai les vampires de ta porte, ou alors dans les moments cruciaux, je serai là avec mon amour éternel, défiant la mort pour toi.
L'envie se blessera toute seule. Hein, c'est tellement Vénus, Pluton, Neptune. Ces deux chansons ont été reprises des années plus tard par beaucoup de monde, c'est vrai. Mais les reprises les plus connues sont pour la chanson de Jennifer Rush, celle de Céline Dion, 10 ans plus tard. Et on voit que Céline a elle aussi l'opposition Vénus-Pluton, et sa Vénus est aussi au trigone de Neptune. Cette chanson a eu beaucoup d'impact dans la carrière de Céline Dion, surtout au niveau anglophone. Ça lui a permis de décrocher beaucoup de numéro 1 dans plusieurs pays et d'asseoir aussi sa notoriété, non pas uniquement dans le monde francophone, où elle était déjà très connue, mais surtout ici au niveau mondial. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent même que cette chanson est d'elle. Voilà une expression aussi du pouvoir de Vénus-Pluton. Pour la reprise de la chanson de Frankie Goes to Hollywood, c'est la jeune chanteuse britannique Gabrielle Aplin en 2012 qui fait une version très personnelle. En fait, elle s'est vraiment et totalement réappropriée, elle l'a recyclée presque, on pourrait dire, un terme très plutonien et scorpion, en lui donnant un second souffle. Gabrielle a elle aussi une conjonction Vénus-Pluton et bien sûr le sextile à Neptune que tout le monde a, tout le monde qui est né depuis les années 50 a cet aspect dans leur thème. Ce titre lui a permis de se faire connaître du public et de devenir numéro 1 aussi en Angleterre. Je vous mettrai tous les liens pour aller écouter ces chansons et vous imprégner des archétypes Vénus-Pluton-Neptune si vous le souhaitez, ainsi que les ressources utilisées pour cet épisode. Je vous avais dit en début de vidéo que le sujet m'était venu pendant la conjonction Vénus-Pluton et la rétrogradation de Vénus en Capricorne de décembre et de janvier. En fait, l'idée, c'est que j'ai moi aussi cette conjonction Vénus-Pluton et donc le sextile à Neptune dans mon thème natal. Et cette rétrogradation de Vénus fait un carré exact à ma conjonction. Voilà pour le clin d'œil peut-être synchronistique, si on peut le dire comme ça, des archétypes et comment parfois ils se présentent à nous si nous sommes à l'écoute. Voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire les recherches pour ce podcast. J'espère que ça vous aura plu et vous donne aussi une vision de l'astrologie encore plus large et les liens qu'elle peut mettre en évidence. Merci beaucoup et à très bientôt.